bienvenue à Faites-moi lire. Nous sommes ici aujourd'hui pour les dialogues européens qui font escale à Rennes du 7 novembre au 1er décembre, principalement au Champ Libre. Pour débuter cette nouvelle journée, rien de mieux que de recevoir ces deux principaux artisans, en l'occurrence deux artisanes. Il s'agit d'Eva Nguyen Binh, ambassadrice et présidente de l'Institut français, et de Corinne Poulain, directrice des Champs Libres. Madame l'ambassadrice, Madame la directrice, mes hommages. Bonjour Nicolas. Eva Nguyen Binh, vous avez assuré entre 2013 et 2017 la direction de l'Institut français au Vietnam avant d'être nommée ambassadrice de France au Cambodge. En 2001, vous êtes nommée à la présidence de l'Institut français et vous venez d'y être reconduite dans vos fonctions. En préambule, Madame l'ambassadrice, pouvez-vous simplement présenter l'Institut français à nos téléspectateurs ? Oui, bonsoir ou bonjour, merci Bonjour. beaucoup. Donc, j'ai été nommée en fait en 2021 présidente de l'Institut français. L'Institut français, c'est une institution publique qui travaille à la promotion des artistes, des entreprises créatives culturelles à l'étranger, qui travaille aussi à la collaboration culturelle entre la France et des pays étrangers, et qui travaille pour le compte du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et pour le compte du ministère de la Culture. On travaille avec les instituts français dans le monde, il y en a à peu près une centaine, avec les alliances françaises dans le monde et avec de très nombreux partenaires étrangers et français. Alors je fais juste une petite précision, donc les instituts français dans le monde, ce sont des services d'ambassade et les alliances françaises, ce sont des associations de droit local. Et tout ça forme le réseau culturel français à l'étranger. Le réseau qu'on pourrait appeler la diplomatie culturelle de la France. Exactement, la diplomatie culturelle. Donc en fait, on soutient les artistes, les créateurs, les créatrices, dans un but d'établir les meilleures politiques, les meilleures relations diplomatiques possibles avec les pays partenaires. Et c'est vrai que ça fait partie de l'ADN français de mettre une forte composante culturelle dans ces relations diplomatiques. On parle toujours culture, on aime la culture et c'est très valorisé par nos partenaires. Une vieille tradition qui remonte au moins au XVIIIe siècle, si ce n'est Exactement, avant. si ce n'est avant, oui. Eva Nguyen Binh, notre question au sein de l'Institut français. Donc vous avez développé ce projet face à la guerre, Dialogues européens. En quoi consiste-t-il ? Alors, il faut savoir que quand on parle culture, on parle aussi culture des idées, monde des idées, débat, création intellectuelle. Donc, nous avons tout un champ où nous organisons des cycles de rencontres, des cycles de débats. Et nous avons créé donc, ce cycle qui s'appelle Dialogues européens face à la guerre, en faisant le constat qu'il était de plus en plus difficile en Europe, alors je parle de l'Europe au sens communauté politique européenne, de se parler, qu'en fait, il y a des pays qui s'éloignaient en termes de valeurs, en termes de positionnement politique. Et puis, la guerre nous a confrontés à cet impensable qui était le retour du conflit sur notre territoire. Et on s'est dit, il est vraiment important de témoigner, de montrer de la solidarité aussi aux Ukrainiens, et puis de mettre ensemble des experts, des artistes, des écrivains, des journalistes pour en fait faire face à cet impensable, à cette impensée de la guerre et de dialoguer avec le grand public. Donc on a lancé Dialogue européen il y a à peu près 1 an à Prague, et puis on a été à Vilnius, à Helsinki, à Sofia, où on a mis des Français, des Espagnols, des Portugais, des Lituaniens pour discuter ensemble, aussi des Brésiliens, des Marocains, de ce que veut dire la guerre en Europe. Comment on peut l'appréhender, comment on peut en témoigner, comment on peut en rendre compte, parce qu'il y a aussi une composante extrêmement importante d'information et de désinformation sur ce conflit comme sur les autres conflits dans le monde. Et il était important aussi de l'amener en France, d'où cette étape à Rennes, qui est sans doute la plus grosse étape à ce jour des dialogues européens. Et la Bretagne vous en remercie. C'est moi qui remercie la Bretagne. Et depuis le début, on se dit qu'est-ce que ça veut dire cette guerre en Ukraine vue de Rennes, vue de Vilnius en Lituanie, vue de Helsinki. Et ce n'est pas forcément le même regard, ce n'est pas la même appréhension. Je pense qu'à Vilnius, ils la sentent beaucoup plus proche d'eux que nous. À propos de Vilnius, je crois que c'est là, Corinne Poulain, que c'est consolidé votre désir d'accueillir une étape de ce projet au Champ Libre, n'est-ce pas ?
En effet, j'ai été invitée, et c'est une invitation exceptionnelle, par l'Institut français à participer à l'étape à Vilnius des dialogues autour de la question qui était que peut la culture face à la guerre. Donc c'était une invitation doublement intimidante. J'y suis allée aussi par curiosité et je suis revenue de Vilnius avec un sentiment de responsabilité. En fait, là où je partais en me disant finalement ce qu'on fait à Rennes ou ce qu'on a fait à Rennes, notamment suite à l'invasion russe en Ukraine, était possiblement anecdotique. Mur bleu sur l'Ukraine, quelques débats rencontres. Je suis revenue de l'étape à Vilnius en me disant mais non, on a tous une responsabilité, on a tous un rôle à jouer et mise bout à bout. Nos initiatives prennent un sens qui font alors notamment que l'Ukraine a existé, notamment dans la société civile, et peut-être que ça a eu un rôle géopolitique, en tout cas ça a sans doute influencé à un moment nos décideurs. C'est dans les échanges qu'on a pu avoir avec l'Institut français qu'on s'est dit que l'étape rennaise, l'étape française des dialogues pouvait être à Rennes. Donc vous êtes revenu finalement lesté d'une mission ou comprenant comment vous, comme l'équipement que vous dirigez, est susceptible de rentrer comme un petit fleuve dans cette volonté commune de faire comprendre l'Europe à tous. Alors je dirais à la rennaise plutôt ou à la bretonne, c'est que on sait qu'on ne fait jamais seul à Rennes. Et donc ma première réaction a été, quelques jours après mon retour de Vilnius, d'envoyer un message à tous mes collègues, des acteurs culturels, acteurs de l'enseignement supérieur à Rennes, pour témoigner de mon expérience et de dire on a sans doute la perspective d'accueillir, la chance d'accueillir une étape des dialogues l'année prochaine. Est-ce que vous voulez en être d'une façon ou d'une autre ? Tous ont répondu positivement. Je dirais presque à ma grande surprise, même si les connaissants et connaissant ce territoire, j'en sais la réactivité, la force, la qualité des relations et des visions et des valeurs. Ce qui m'a en fait surpris de façon plus précise, c'est que cette invitation assez large nous a permis collectivement de s'apercevoir qu'en fait nos liens étaient nombreux, puissants, quotidiens avec un certain nombre de pays de l'Est de l'Europe, en fait avec l'Est de l'Europe. Ça va de la boîte de production Vivement Lundi, en passant par le TNB, le conservatoire, l'école des beaux-arts, en fait, et les universités. Et qu'en plus, en novembre, donc ce mois-ci, on avait tous des choses à dire sur le sujet. D'où une étape un peu exceptionnelle qui fait que le temps de l'Institut français se retrouve inscrit dans un événement qui a duré tout le mois de novembre et qui a mis en valeur finalement les relations entre notre Far West breton et le Grand Est de l'Europe. Sur ces rapprochements, une question qui est pour vous deux, mesdames. Est-ce que de fait, des éloignements géographiques ou simplement de vie, d'existence, de point de vue, voire de valeurs politiques, n'ont pas été quelque peu aplanis par le fait de découvrir que beaucoup nous avions en commun simplement l'amour chevillé au cœur de l'Europe démocratique et que là on comprenait que d'autres personnes souhaitent un autre modèle. Et que là il y a quelque chose qui nous rapproche fort au-delà de nos différences, de nos divergences, parce qu'on a quand même un ennemi commun qui est cet axe, disons-le, cet axe russo-chinois, coréen de désinformation perpétuelle, non ? Vous ne pensez pas ? Je vais répondre à votre question, mais je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Corinne pour dire aussi que l'Institut français, je pense que beaucoup de gens ne le connaissent pas et c'est normal parce qu'on travaille à l'étranger. Oui. Mais c'est vrai que ce travail quotidien de long terme à l'étranger fait qu'on noue des relations avec énormément de monde et qu'on voit aussi dans un temps fort comme cela comment on peut amener du monde ici, de Pologne, d'Ukraine, de Lituanie, etc. Et on a des conventions avec des collectivités locales. Je crois avec Rennes, on a une convention, un partenariat depuis 20 ans, et qui fait qu'on a soutenu aussi depuis tout ce temps des structures rennaises, des artistes rennais pour aller à l'étranger. Et je dois dire que c'est intéressant de voir aussi l'impact et le résultat pour dire, voilà, on a tous une ouverture au monde et en l'occurrence à ce territoire d'Europe centrale et orientale. Pour revenir sur votre question,
C'est exactement ce que vous dites, c'est qu'on réalise... D'abord, je crois qu'avant la guerre en Ukraine, très peu se disaient « Tiens, l'Ukraine, je sais où c'est, je connais ouais. ». Je pense à la Lituanie aussi. Hein, les 3 pays baltes. Oui, les 3 pays baltes. Et là, on fait un festival de la Lituanie parce que, justement, il y a cet enjeu de mieux se connaître. Parce qu'on partage les mêmes valeurs. On est vraiment sur un sujet de valeurs, de dire qui on est. Et finalement, à l'aune de cette guerre, il y a les pays baltes en particulier qui se sont dit mais nous, on veut mieux se faire connaître aussi de l'Europe de l'Ouest, en l'occurrence de la France, parce qu'on sait qu'on n'est pas assez connu, alors qu'on partage les mêmes valeurs et on est aux premières loges de cette guerre. Et peut-être on est les prochains sur la liste, d'ailleurs. À propos, donc, on ne peut pas penser à un effet bénéfique paradoxal, certes, mais bénéfique, de la guerre russo-ukrainienne, qui est de rapprocher, de reconnecter ou d'accélérer la connexion entre le grand public européen occidental, une redécouverte de ce que c'est ou une découverte de l'Europe centrale ou de l'Est. Oui, c'est en effet un effet très clair et très fort. C'est sans doute un effet bénéfique. Et je dirais qu'aussi, tout le monde se rend compte de à quel point, bien sûr, la guerre se passe sur le front avec les armes, mais à quel point la culture est une donnée essentielle dans ce genre de conflit. C'est pour les Ukrainiens une arme de survie, parce que c'est leur culture, c'est leur identité qui est en jeu. Et finalement, on ne la connaît pas, parce que je pense que tout le monde s'est dit, bah, la culture ukrainienne, si tant est qu'on se posait la question, bah, c'est la culture russe, c'est la même chose finalement. Et c'est vraiment, je dirais, vital pour les Ukrainiens de faire connaître leur culture et qui ils sont. Et je pense que de travailler avec les champs libres, avec les structures culturelles, répond finalement à cet enjeu. C'est pour ça que nous sommes aussi autant engagés dans ces dialogues européens. C'est pour ça qu'on les a lancés. Et je pense qu'on ne le réalise peut-être pas autant. Mais quand on veut détruire une culture, on s'en prend très généralement souvent, par exemple, au livre. Hein, le livre, la littérature, c'est vraiment essentiel, le témoignage. Fahrenheit 451, exactement. Vous savez, c'est comme ça qu'on détruit, c'est en tuant la mémoire. Hein. Exactement. Une question un petit peu plus légère, mais quoique pas du tout légère, les dialogues européens à Rennes finiront par une question autour de à quoi rêvent les Ukrainiens. Eh bien, mesdames, comment rêvez-vous une Europe ? Quelle serait pour vous l'Europe idéale après l'idéal européen, Schuman, etc., la construction, je veux dire, qu'est-ce que c'est pour vous une Europe idéale et heureuse ? Déjà, pour moi, c'est une Europe en paix. Oui, c'est ça. Et l'idéal européen s'est construit sur la paix. Bien sûr. Mais c'est une Europe qui ne peut être en paix que si elle défend ses valeurs. Déjà, elle est au clair sur ses valeurs, parce que je pense que là aussi, il y a sans doute aujourd'hui des éloignements sur quelles sont les valeurs de l'Europe. Et puis, si elle est à l'écoute des citoyens et si les citoyens se sentent écoutés dans toute leur diversité, ce qui est un défi majeur. Ce qui est un travail à faire, parce que là, on sent quand même que les populistes jouent sur cette carte d'un désintérêt, voire d'un éloignement, voire d'une gêne d'une partie des populations à l'égard des institutions européennes du reste. Corinne ? Je vais rebondir sur ce que vient de dire Eva, en sachant qu'en même temps, la paix, elle va passer par l'interconnaissance. Donc on renoue avec une des questions qu'on vient d'aborder. Notre responsabilité pour prévenir la guerre, c'est de créer les réseaux pour nous connaître. Moi, je rêve forcément d'une grande politique culturelle européenne, de services publics, dédiés aux industries culturelles, mais même si elles jouent leur rôle. Dans les industries culturelles, il y a le livre, il y a le cinéma, donc plein d'acteurs qui travaillent à l'intérêt général et à la créativité de nos sociétés. Mais je pense par exemple au levier que serait aussi l'éducation artistique et culturelle à l'échelle d'un territoire européen. Je pense qu'il faut qu'on investisse de façon résolue les questions culturelles. Je crois qu'il y aura l'année prochaine
en Picardie, des assises européennes sur l'éducation artistique. J'espère que cette idée va continuer à germer. Oui. Va se développer. Eva et Corinne, vous le savez, Faites-moi lire s'intéresse tout particulièrement à la lecture et au livre, son ADN. Hein. Pourriez-vous chacune conseiller à nos téléspectateurs un livre qui vous a fait particulièrement aimer l'Europe? Corinne, je te laisse répondre. Alors, spontanément, je vais évoquer une figure autant qu'une œuvre européenne qui est celle de Panaïs Sistrati, qui était un écrivain du début du XXe siècle, qui était dans cette Europe, moi, qui me fascine. C'est celle qui a, pendant longtemps, été derrière le rideau de fer, et ça explique aussi notre méconnaissance, c'est-à-dire le bloc de l'Ouest, mais c'est toute la vallée qui est entre l'ex-Yougoslavie, le Danube, c'est le Grand Est européen tel que moi j'ai pu le fantasmer en grandissant en Bretagne. Et ce récit d'un homme libre, anarchiste, voilà, des grandes plaines et de la grande aventure. Et puis par ailleurs, Panaïs Sistrati, c'est cet homme qui connaît plein de langues, qui apprend le français sur le tard et qui écrit en français une œuvre inclassable. Et j'ai d'ailleurs donné le prénom du héros à mon fils. Super. Eva? Moi, je dirais La promesse de l'aube de Romain Gary. Je ne sais pas si ça m'a fait aimer l'Europe, mais je trouve que ça permet de la rêver parce que il y a un tel désir d'Europe, désir, bon, en l'occurrence de France, mais il y a un tel parcours aussi de Romain Gary, un tel rêve de sa mère, que je trouve ce livre très fort hier, très fort aujourd'hui. En plus, Romain Gary né à Vilnius, qui est devenu diplomate français, qui est devenu évidemment engagé dans la guerre, bien sûr, dans la résistance, devenu diplomate, devenu artiste extrêmement reconnu et qui n'est pas né en France, mais qui incarne la France, qui incarne ce qu'on pourrait appeler l'esprit français, par le rêve à l'époque de sa mère. Et je trouve que ce type de parcours est tellement inspirant, tellement fort, et c'est un parcours européen. Oui, tout à fait. Très bien, parce qu'en effet, c'est l'espoir et l'espérance dans l'Europe dont malheureusement certains manquent à l'heure actuelle. Une Europe de liberté et une Europe de valeurs. On pourrait conclure sur ces deux belles réponses, mais une dernière question pour vous, Eva, parce que j'ai ouï dire que l'Institut développait un dispositif d'aide en faveur du livre. Alors nous, on travaille beaucoup pour promouvoir la création, je dirais le livre français et francophone, hein, que ce soit la littérature, que ce soit en sciences humaines et sociales, les essais, etc. Donc on a tout un dispositif. Déjà dans les instituts français et les alliances françaises, il y a des médiathèques où on peut accéder aux livres. On a une médiathèque numérique aussi où les abonnés peuvent accéder à toute une bibliothèque de livres en français. On a aussi des programmes pour soutenir la vente de droits de livres dans les pays étrangers. Ça, c'est très important. Donc, ça veut dire tout un travail avec les maisons d'édition. Il faut savoir, par exemple, que la Chine est le premier pays d'achat de droits de livres français dans le monde. Et puis, on a tout un programme pour soutenir la traduction de livres français dans les langues locales. Et aussi de visibilité des auteurs. Donc on a des auteurs qui sont invités dans les instituts français, dans les alliances pour faire des conférences, témoigner, faire des signatures d'ouvrages. Voilà, donc on a vraiment tout un panel d'outils. Je vous cite les principaux. Je voudrais également citer tout ce qu'on fait avec l'Académie Goncourt, parce que tout le monde connaît évidemment le Goncourt en France, mais il faut savoir que ce prix Goncourt est décliné dans 40 choix Goncourt de l'étranger, plus d'une cinquantaine de pays. Dans chaque pays, l'Institut français travaille avec des jeunes qui étudient le français et qui vont choisir eux-mêmes leur choix Goncourt de leur pays. Après des débats, après des lectures. Voilà, c'est un très beau programme et l'Académie Goncourt était d'ailleurs à Bucarest, à l'Institut français, il y a quelques semaines pour annoncer sa liste de 4 sélectionnés en lice pour le choix Goncourt et c'était très fort de pouvoir l'annoncer de l'Institut français de Roumanie qui fêtait ses 100 ans.
Eva et Corinne, je vous remercie, je vous souhaite de bons dialogues Merci européens et j'invite tous les téléspectateurs à consulter les sites riches aussi bien des Champs Libres que de l'Institut français. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée.